Pastel FM, toutes les couleurs de la musique. Pastel FM. La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue. 99.4, bienvenue sur les ondes de Pastel FM en direct dans l'émission La Prophétie avec Aïssa avec moi sur le plateau, Farid à la technique et notre invité du jour, Dr Amourni. Salam, marhaba, bienvenue. Je disais combien d'années, 5 ans par l'année dernière, on vous a oublié. Je sais pas ce que Aïssa a fait, mais il y a dû y en avoir. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Toujours avec plaisir et de vous avoir sur le plateau pendant cette période particulière de ce mois du Ramadan, particulier aussi avec ce confinement. On va s'entretenir avec vous pendant une bonne heure sur la période du mois du Ramadan. On va peut-être introduire sur les questions qui reviennent et puis tu rappelles là-dessus, oui, un rappel sur les questions liées à la santé et au mois du Ramadan, parce que c'est toujours bon de répéter, comme je dis souvent, la répétition fixe la notion sur les questions de diabète et sur les questions qui tournent autour de la santé. Puis après, forcément, on viendra sur la situation sanitaire et là, on aura beaucoup de questions à vous poser sur la situation chez nous, dans les Hauts-de-France. Puis après, on pourra éventuellement répondre. Une opinion vue de l'intérieur. Oui, parce que vous étiez au cœur du dispositif. Puis après, on ouvrira les questions à l'antenne. Et je remercie Mohamed qui est avec nous. On est en direct live Facebook pour les auditeurs qui veulent voir comment ça se passe sur le plateau. Nous, on va pas se regarder. On a une télé juste au-dessus là qu'on voit. Donc, sans plus attendre, j'allais dire. En introduction, Aïssa a préparé une série de questions sur l'introduction de ce sujet. Je vous laisse la parole, Aïssa, si tu as... Oui, alors les éternelles questions liées aux jeunes et à la santé. On sait très bien que d'un point de vue religieux, les personnes qui sont soumises à cette obligation, ce pilier-là, ce sont a priori les gens qui ont une bonne santé et que les personnes qui sont malades sont a priori dispensées de jeûner ce mois de Ramadan. Donc on va faire un petit rappel, notamment pour les personnes âgées qui peuvent parfois faire signe de faiblesse et qui veulent absolument jeûner, les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui ont des maladies chroniques et qui veulent absolument jeûner et qui peuvent parfois et même très souvent mettre en péril leur santé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là pour cette année. Effectivement, une année un peu particulière.
Alors concernant le jeûne, effectivement, pour tous les patients en fait qui ont des maladies ou des pathologies chroniques, Bien rapproché le micro, pardon. qui ont des pathologies chroniques, le ramadan n'est pas conseillé. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans l'obligation de prendre des médicaments à heure régulière, ou des injections comme de l'insuline pour les diabétiques insulinodépendants, c'est pas compatible avec la pratique du jeûne. Donc ces personnes-là, j'ai envie de dire, elles sont dispensées de jeûne. Et je pense que même d'un point de vue religieux, Oui, bien sûr. la religion à ce niveau-là rejoint la médecine et ces patients n'ont pas à faire le ramadan. C'est également valable pour tous les patients donc diabétiques insulinodépendants, les patients qui sont en insuffisance cardiaque et donc qui sont obligés de prendre des traitements également à heure régulière, les patients qui ont des pathologies cardiaques assez lourdes comme ceux qui ont fait un infarctus du myocarde où là également le matin doivent prendre leur bêta-bloquant ou alors des antiagrégants plaquettaires à heure régulière, là aussi ils ne peuvent pas faire le ramadan. Et également les pathologies encore plus lourdes, du style les insuffisants rénaux, comme ils doivent être dialysés en général 3 fois par semaine, c'est incompatible avec la pratique du ramadan. Donc j'ai envie de dire, pour être global, c'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, qu'il est, pour moi, tous les patients qui ont un traitement qui ne peut pas être modifié en termes d'horaire, ne doivent pas faire le ramadan. Parce qu'ils se mettent en péril. Donc ça c'est clair, de toute façon d'un point de vue religieux... La priorité à la vie. Voilà, priorité à la santé, à la vie, et on se soumet à l'avis du médecin. Et j'imagine que vous avez aussi, vous, à l'hôpital, des gens qui vous disent, qui sont hospitalisés, qui vous disent, je peux faire ramadan, docteur? Oui, alors en général c'est quand même plus simple pour nous de négocier avec eux, on leur dit qu'ils se reposeront la question une fois qu'ils seront en dehors de l'hôpital. Que là actuellement ils sont perfusés, etc. Donc quoi qu'il en soit, leur jeûne n'est pas valable. Donc c'est réglé. C'est réglé. Donc on n'a encore pas trop ce problème-là. C'est surtout les personnes âgées, je veux dire, qui bien souvent sont attachées à ce jeûne et où là on fait preuve de diplomatie, on s'appuie en général sur la famille pour leur faire comprendre qu'il est quand même préférable pour eux, en tout cas pour l'instant, de ne pas jeûner. Donc, quand on est malade, quand on a des problèmes de santé, on ne jeûne pas. On le répète parce qu'il y a encore des gens qui se disent on va quand même essayer de jeûner et vous êtes doublement récompensé parce que vous préservez votre santé et puis vous pouvez nourrir un pauvre. Donc, oui, il y a ce mécanisme de compensation effectivement, dans la mesure où on ne peut pas faire le ramadan pour des raisons médicales. On a effectivement la possibilité d'offrir un repas à un pauvre et c'est comme si on jeûnait soi-même. Voilà, donc la santé prévaut sur le ramadan. Juste une question là, qu'on vient de m'envoyer. Une personne qui est plutôt rachitique, qui est 1m80, 55 kg, on imagine, et pourtant il mange, d'habitude il mange beaucoup, mais impossible à faire grossir, enfin à prendre du poids. Je suppose que jeûner, ça peut faire empirer les choses ou pas? Il faut qu'il surveille sa courbe de poids. Vous avez des gens qui effectivement sont plutôt assez sveltes, mais qui ne perdent pas de poids non plus pendant le ramadan. D'accord. S'il mange, j'ai envie de dire, s'il fait un bon repas le soir et s'hydrate bien, ça pose pas de problème. Donc là, c'est à lui de surveiller, il peut tester, voir si... Voilà. Il peut essayer pendant 2-3 jours, surveiller son poids surtout, et s'il n'y a pas de modification au niveau de sa courbe pondérale, il peut très bien jeûner, c'est pas un souci. Sachant que le jeûne, il n'y a pas que des inconvénients. Ça permet à l'organisme de quelque part de se purifier, au sens propre du terme. Les premiers jours, c'est... Oui, parce qu'en fait, on met au repos tout son tractus digestif. Bon, actuellement, on jeûne de 4h50 du matin ou 4h45 à 21h10 ou 15. Donc ça fait pendant plus de 18 heures au repos l'ensemble de l'organisme. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que même quand on a une profession, on va dire qu'on soit médecin, ingénieur, peu importe, l'organisme a prévu, j'ai envie de dire, une roue de secours. C'est-à-dire qu'on est capable, par néoglycogénolyse, de transformer des graisses en sucre pour pouvoir apporter du carburant au cerveau, parce qu'on sait que le sucre, c'est le carburant du cerveau. Donc ça c'est indispensable et l'organisme sait gérer ses stocks. Ouais. Ça va, on a de la réserve. Alors, je me sens pas concerné, mais bon. Farid. De toute façon on te voit alors, tu peux pas nier. Ceux qui ont beaucoup utilisé également le jeûne, mais à visée thérapeutique, c'est les Russes.
dans les années 1900, il traitait énormément de choses avec ça, notamment l'asthme, toutes les maladies de système, les rhumatismes, etc., où il provoquait des jeûnes de 1 semaine à 15 jours, ce qui permettait aux gens, en fait, de diminuer tout leur mécanisme inflammatoire. Et il y a le CHU de Berlin, qui est le plus gros CHU d'Europe. Lille, on est le deuxième plus gros, mais Berlin est le premier, où ils ont un service de médecine interne où ils hospitalisent les gens et ils font ce qu'on appelle un jeûne incomplet, c'est-à-dire que vous avez droit à boire de la soupe, du café et du thé à volonté, et vous êtes sur surveillance médicale. La première semaine, vous êtes comme ça. La deuxième semaine, on vous sort de l'hôpital, vous avez des coachs sportifs, et voilà, ils vous entraînent, etc. Vous faites des tours de terrain et tout. Troisième semaine, identique, et à partir de la 4e semaine, vous recommencez à manger. Et ils traitent comme ça les asthmatiques sévères, ils traitent comme ça les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite ankylosante également. Il y a pas mal de pathologies qu'ils arrivent à soigner comme ça. Et pourtant, on connaît le sérieux des Allemands, donc on veut dire que ils le font en plus de manière scientifique, parce que les gens sont suivis médicalement tous les jours, et ils ont également des prises de sang tous les jours. Une petite question là sur, on l'a précisé, sur les longues journées de jeûne, des petits conseils très rapides et après on va passer à l'actualité bien sûr, des conseils rapides pour justement gérer cette très longue journée de jeûne, on a dit à peu près 18 heures. Par exemple le soir, se réhydrater, je suppose. C'est important de bien se réhydrater, très important de privilégier les sucres à absorption lente, donc tout ce qui est à base de semoule ou de pâtes ou de riz, c'est très bien. Mais j'irai surtout bien s'hydrater. Et éviter également les sucres d'absorption rapide du style le coca, les sodas. Les sodas de manière générale, effectivement. Sauf le Hamoud Boualem. Il y a une étude scientifique. Une prescription. Lui, ça va. Les sodas d'une manière générale, par exemple, parce que, en fait, comme c'est des sucres d'absorption rapide, ça provoque également des pics glycémiques réactionnels, et donc c'est pas très bon. Et donc il faut vraiment favoriser. Par exemple, le pain, c'est très bien. Manger du pain complet pendant le Ramadan, ou alors le pain, j'ai envie de dire le pain arabe traditionnel, traditionnel comme on peut le voir, c'est très bien. Ça permet justement de stocker des aliments qui vont se dégrader tout au long de la journée. Et d'ailleurs, quand vous prenez ce type d'aliments, on se rend compte qu'on n'a pas faim pendant la journée. Et on est relativement en forme, j'ai envie de dire, jusque 18-19 heures, donc on n'est plus qu'à 2 heures de la rupture de jeûne, donc ça va. C'est un régime type d'aliment qu'il faut privilégier. Et ensuite, bien sûr, la deuxième chose, c'est boire. Il est très important, j'ai envie de dire, de boire un minimum 1 litre d'eau ou à travers le bouillon gazeuse pendant la soirée. Alors il y a une question à l'antenne, on va prendre en direct. Oui. Alors, donc, on va mettre le casque, docteur. Donc 0320 73 59 00 si vous avez des questions en direct, on va prendre la question en direct. Oui. Allô ? Oui, bienvenue sur les ondes, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi je suis diabétique, je fais le Ramadan, mais je veux dire, je suis stressé, puis à chaque fois, 2-3 fois par jour, je consulte mon comment dirais-je, ma glyco. Vous comprenez ? Oui. Oui, avec une lancette que je mets sur le truc et je regarde ce que j'ai, quoi. Alors, le Ramadan, il est bon pour moi. Attendez, vous êtes diabétique insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ? Vous prenez des comprimés ou vous injectez de l'insuline ? Non, je prends des comprimés. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans le cadre du diabète non insulino-dépendant, où on prend de la metformine ou enfin tous des antidiabétiques oraux, certains peuvent se permettre, en surveillant leur glycémie, de faire le jeûne. Je parle surtout pour les personnes qui sont jeunes, justement. Alors moi j'ai 72 ans, moi. Vous avez 72 ans. Moi je vous conseillerais très honnêtement de ne pas faire le Ramadan et d'offrir un repas pour un pauvre le soir. Ah bon ? Oui. Mais c'est-à-dire mon diabète il est équilibré, quoi. Même si votre diabète est équilibré, c'est pas recommandé. Ah d'accord. Ah, il faut pas que je jeûne alors. Normalement, vous ne devriez pas jeûner.
Bon. C'est le conseil d'un médecin. Après, vous prenez vos Médicalement responsabilités. parlant, Oui, je vous écoute. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir. Bah oui. Et puis voilà. Et puis il faut donner un repas tous les jours à quelqu'un. voilà. Merci, monsieur, pour votre intervention. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. On vous en prie. Et je vous souhaite un bon futur, Inch'Allah. Inch'Allah, Allez, ça, merci merci. beaucoup. Merci. 03 20 73 59 00. Donc si vous voulez poser des questions en direct, aucun souci. On va basculer sur l'actualité. Sur l'actualité parce que On a plein de questions. On a plein de questions. Hein, donc tout le monde est conscient de la situation où on est particulièrement tous confinés à cause d'une épidémie autour du Covid-19, du coronavirus. Justement, on va peut-être faire une petite introduction sur ce virus, c'est-à-dire son action sur l'être humain. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les signes? À quel moment on doit être alerté? D'accord. Donc c'est une infection qui est bien sûr transmise par un virus et notamment au niveau de la salive et des gouttelettes, donc également si on éternue, etc. C'est pour ça qu'il est recommandé dans les gestes barrières d'éternuer dans le coude. Oui. Et qui en fait a des atteintes notamment pulmonaires, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait d'autres atteintes. C'est pour ça qu'il y a certains patients qui présentent des problèmes digestifs, des problèmes de diarrhée, ça on l'avait beaucoup constaté en réa, certaines formes qui débutaient comme celle-là, avant même l'atteinte pulmonaire, d'autres également des atteintes cutanées en périphérie des membres, je vais vous expliquer ensuite pourquoi, ou au niveau des pieds, et on a même décrit certaines encéphalites, donc au niveau cérébral, des patients qui développent également ce type de maladie. C'est une maladie quand même, pour assurer tout le monde, qui dans 85% des cas se guérit, j'ai envie de dire quasi spontanément, sans prendre de traitement. On est courbaturé, on se sent pas bien, on fait de la fièvre, mais je veux dire que les gens en bonne santé, en général, passent au travers et puis voilà. Il y a eu malheureusement des décès dus à la maladie par chez certains médecins, mais en fait également dans des circonstances un peu spéciales. En fait, c'était des médecins qui étaient en première ligne et qui ont dû prendre en charge des patients. Et comme c'était le début de l'épidémie, on n'avait pas toutes les guidelines de sécurité qu'on a actuellement en disant il faut mettre un masque, des lunettes pour ne pas recevoir de projection au niveau ophtalmo, etc. Et donc qui ont intubé des gens sans protection ni rien. Et malheureusement, ces gens-là ont pris des charges virales maximales parce que comme les gens, on devait les intuber, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine, quasiment au pic de la maladie. Et comme ils n'étaient pas protégés, ils ont pris des pics de charge virale et ils ont donc développé des symptômes extrêmement sévères qui ont conduit à leur décès. En ordre normal, j'ai envie de dire, pour des gens qui ont moins de 75 ans, c'est assimilable pour beaucoup à une grippe, c'est-à-dire des courbatures, de la fièvre, et on ne se sent pas bien. Mais on se rend compte également que c'est une maladie qui se décline vraiment avec un gros spectre. La grippe, c'est quasiment quoi? De la fièvre, des arthralgies. On n'est pas bien, on est fatigué, voilà. On a des courbatures. Et on a des courbatures. Pour le coronavirus, donc le Covid-19, alors au début c'était un peu la même symptomatologie, mais on s'est rendu compte que certains avaient une forme à visée gastrique plutôt, donc des épisodes de diarrhée extrêmement violentes. D'autres avaient des signes dermato, avec au niveau des doigts des débuts de nécrose, au niveau des doigts et au niveau des orteils. D'autres, des formes neurologiques. Et donc là, étaient plus ou moins en coma selon le stade de la maladie. Et enfin, bien sûr, la forme la plus fréquente et dont on a le plus parlé à la télévision, c'est la forme pulmonaire. Ouais. Il faut savoir que, en fait, ce virus se met sur des récepteurs qui sont communs en fait à tous ces tissus. C'est toutes les atteintes qu'on a pu décrire. Et au départ, les gens, comme ils manquaient de recul par rapport à la maladie, ils ont traité par exemple la forme pulmonaire comme un ARDS, en fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est-à-dire que le poumon se démassie
D'accord ? Et la ventilation devient très, très difficile dans la mesure où on doit les ventiler avec des grosses pressions. C'est ce que nous on appelle des pipes à 14 ou à 15, des pressions positives d'expiration, de manière à laisser les alvéoles ouvertes au maximum. En fait, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas celui-là. L'atteinte que procure le Covid-19, c'est une inflammation des vaisseaux, ce qu'on appelle une vascularite. Et donc, au départ, on a traité les patients pas de la manière dont il aurait fallu. Et en fait, ce qu'il fallait, c'était ventiler ces patients-là, mais surtout les anticoaguler et essayer de lutter contre L'inflammation. l'inflammation. C'est-à-dire, au début, vous avez une sorte de maelstrom inflammatoire avec énormément de cofacteurs qui interviennent. Et si on n'arrive pas à inhiber à ce moment-là, les patients s'aggravent vraiment. Et donc, il y a à peu près 20% des patients, on était obligé de les dialyser. Je parle à l'échelon national. Parce qu'ils ont bloqué leur diurèse, c'est-à-dire au niveau des reins, ils n'arrivaient plus à uriner de manière normale. Et donc, pour beaucoup, on les a récupérés. Donc, une fois qu'ils sont sortis d'affaires, ça va bien. Et malheureusement, on s'est rendu compte que les patients qui avaient des grosses pathologies, du style le diabète, du style l'hypertension, des valvulopathies, eux, ils étaient beaucoup plus gravement atteints. Et on a effectué à Lille une étude sur l'obésité. C'est un de nos sujets qu'on a beaucoup traité ici à l'antenne. On s'est rendu compte que, en fait, j'ai envie de dire, le facteur de risque pour les patients jeunes, le plus important, c'est l'obésité. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Patou et le professeur Mercé-Jourdain du CHR de Lille, donc des collègues à moi. Et dans lequel ils ont prouvé que, en fait, quand on prenait une courbe en comparant les groupes, c'est-à-dire les patients obèses avec des patients du même âge mais qui n'étaient pas obèses, leur facteur de gravité était nettement plus élevé. Et donc, ils ont publié ça dans des grosses revues, Obésité, le Lancet, et c'est paru quasiment sur l'ensemble de la planète comme gros facteur. Et ça a été en plus validé par les Américains, parce que eux, comme ils ont plus de 45% de leur population qui est d'obésité morbide, ils ont pu également se rendre compte qu'effectivement, ça faisait énormément de dégâts. Et c'est un peu la double peine aux États-Unis, parce que les obèses sont en général pauvres, et donc c'est beaucoup la population noire américaine qui a été touchée dans les quartiers populaires, à cause du Covid. Donc, pour poursuivre également là-dessus, la chance qu'on a eue quand même dans les Hauts-de-France, c'est que nous, on était en décalage par rapport à l'Est et à Paris. Donc on s'est également servi de l'expérience des gens de l'Est et des Parisiens, et aussi pour pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux, mais c'est ça aussi la médecine, c'est savoir s'écouter, et ceux qui sont en première ligne essayent des choses, et quand on voit que ça marche pas, on modifie notre stratégie thérapeutique. Et on a également bénéficié des 2 semaines de confinement qui ont fait qu'au final, nous, on a eu le temps de s'organiser dans les Hauts-de-France. On avait suffisamment de lits de réanimation. On n'a jamais été débordé. Et on a pu réguler le flux. Par exemple, au CHR de Lille, on avait ouvert l'hôpital Calmette. Il y avait 160 lits qui étaient dédiés au Covid-19. Des malades qui n'étaient pas intubés. C'est-à-dire des malades qui étaient malades, on les savait contaminés, mais qui avaient besoin d'oxygène, mais voilà, ça allait, quoi. Et à côté de ça, on a la réanimation médicale, on a 60 lits d'accueil, c'est une grosse réa, et on pouvait la monter même jusqu'à 80. Nous, au niveau de Claude Hurier, on a transformé la réa chirurgicale en réa médicale, et on a transformé nos soins intensifs en réa chirurgicale. Parce que comme on continue à opérer les patients qui ne peuvent pas attendre, il nous fallait également une réa chirurgicale. Mais à aucun moment, j'ai envie de dire, on a eu ce qui s'est passé à Paris ou ce qui s'est passé dans l'Est. Et comment se fait-il justement qu'il y avait cette différence-là ? Bon, chronologiquement, ils étaient peut-être les premiers à être frappés du côté de l'Est. La densité, peut-être dans l'Île-de-France, elle est peut-être aussi pour beaucoup. L'Est, ils ont un double problème. C'est-à-dire que chez eux, il y a eu cette fameuse cérémonie des évangélistes. La messe où il y a eu... où c'était 2000 personnes. Qui venaient de toute la France. Et donc ils ont aimé beaucoup quand même de l'Est. Et donc ils ont beaucoup essaimé au niveau de l'Est. Donc ils ont pris le premier orage, j'ai envie de dire, la première vague.
Donc très vite, les gens se sont mobilisés, aussi bien d'ailleurs le secteur privé que le secteur public, en offrant, parce que par exemple nous, dans notre région, actuellement, aucune clinique ne travaille. On a gardé tous les lits pour une éventuelle grande vague du Covid-19. Ça, vous parlez du secteur privé. Oui, et pareil dans l'Est. Et dans l'Est, en fait, la crise n'a pas été gérée, j'ai envie de dire, de manière optimale. Parce qu'effectivement, les hôpitaux ont été débordés. Et il s'est passé un phénomène qu'on n'a pas très bien compris. Ils ont préféré transférer des gens à l'autre bout de la France, au risque finalement de contaminer d'autres régions, plutôt que de servir des lits de réanimation qu'il y avait dans les cliniques privées dans l'Est. Ça, c'est une inconnue. On n'a aucune explication. On n'a aucune explication, si ce n'est que le directeur de l'ARS, donc un peu le représentant du ministre de la Santé dans la région, a été remercié. Voilà, c'est ça. Bon, il y avait aussi annoncé une fermeture de lit. Tout à fait. Il y avait, dans le même genre, c'est le moment, quoi. Un peu particulier. C'était la bonne période. Voilà, annoncé qu'on allait fermer, je ne sais plus combien de lits au CHU de Nancy et virer, je pense, à peu près 500 personnes. Donc ça a été la goutte d'eau, je pense, qui a obligé le gouvernement à mettre un terme à ses fonctions. Peut-être précision, les directeurs d'ARS sont nommés comme les préfets ou comment ça se passe? Par le ministre de la Santé? Ils sont nommés par le ministre. D'accord. Donc là, dans les Hauts-de-France, pas de débordement, la situation elle était sous contrôle. Voilà, elle était sous contrôle dans tous les hôpitaux. Je travaille quand même aussi de temps en temps à l'hôpital de Douai. Par exemple, l'hôpital était très bien organisé. C'est-à-dire qu'ils ont dédié un circuit des urgences uniquement pour le Covid, pour pas que les patients justement Covid viennent contaminer les patients qui viennent aux urgences pour d'autres pathologies. Donc ils avaient un circuit à part. Et on a également segmenté des ailes de l'hôpital pour recevoir ces patients Covid. Et la réanimation qui habituellement a une quinzaine de lits est montée à 25 lits, c'est-à-dire qu'on a poussé les murs comme on a fait partout dans toutes les réas de France et de Navarre. Mais au final, on n'a jamais été débordé. Jamais été débordé. On a peut-être aussi un peu de chance. La population a écouté, c'est-à-dire que le confinement a également bien marché, donc ça nous a permis de pas avoir cette vague qui nous venait. Et du coup, ça nous a également permis de décharger d'autres régions. Par exemple, il y avait des patients de Amiens qui ont été accueillis, 10 patients de Amiens qui sont venus en réachir au CHR de Lille. Parce que justement, on avait de la place et eux, ils n'avaient plus de place. Et donc, il y a également ce rôle que jouent les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on se donne il y a une entraide, je veux dire, interhospitalière. Et également dans la région, on peut saluer le comportement de l'ensemble des cliniques de la région qui ont arrêté toute activité pour mettre à disposition des lits pour les patients du Covid. Et juste peut-être ce que vous disiez la dernière fois quand on vous avait eu au téléphone, qu'on a un bon système de santé malgré tout, qu'il faut le préserver et que l'hôpital public, c'est important. Alors, l'hôpital public, c'est le bien commun de l'ensemble des Français. On a une médecine de très haut niveau. Il faut le rappeler, peut-être on a tendance à l'oublier des fois. Non, mais c'est important. On a une médecine de très haut niveau, mais malheureusement, et quels que soient les gouvernements, on a constamment, depuis 20 ans, diminué les moyens des hôpitaux français. Bon, là, ça changera peut-être, le monde d'après. Alors, on peut espérer que dans le monde d'après, effectivement, il y ait des modifications. Maintenant, donc, si on veut se comparer, j'ai envie de dire, si on veut se comparer à un pays comme l'Allemagne, qui pour moi a été exemplaire dans la gestion de la crise, mais également dans la manière dont ils gèrent leurs hôpitaux. En Allemagne, vous avez un consensus national qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche pour considérer que le budget de la santé, il est sacralisé. Il ne discute pas. Non, il ne peut jamais baisser. On s'adapte aux besoins des hôpitaux. Et donc c'est comme ça aussi que les Allemands ont 30 000 lits de réanimation alors qu'ils ont 80 millions d'habitants et que nous, on a 6 000 lits de réanimation pour 65 millions d'habitants. Donc le trend... Il y a un problème. C'est ça, c'est-à-dire que les Allemands en ont 6 fois plus que nous et sont pas 6 fois plus nombreux que nous. Non. Et c'est pour ça qu'ils ont également accueilli des malades italiens, des malades français, des malades qui venaient un peu de toute l'Europe, parce qu'eux ont une grosse réserve de lits de réanimation. Pareil au niveau du matériel. En France, on s'est laissé piller toutes les industries de la santé. Y compris pharmaceutique.
y compris pharmaceutiques. Alors ça veut dire quoi, on s'est laissé piller? La mondialisation. La mondialisation a fait qu'on a toujours voulu faire les choses le moins cher possible. Donc nos amis chinois, d'où est parti Indien. Oui, on pourra y revenir tout à l'heure. Oui, produisent, par exemple, 90% des principes de tous les médicaments de la planète. Donc vous êtes dépendant des fournisseurs et indiens et chinois. Et donc quand vous voulez avoir une certaine indépendance, il faut adopter pour moi le prisme allemand. C'est-à-dire que les Allemands, par exemple au niveau des respirateurs, ils n'ont jamais eu de problème. Les deux meilleurs respirateurs de la planète, c'est Drager et Siemens. C'est deux marques allemandes. Ils sont tous les deux produits en Allemagne. Donc eux, ils n'ont pas eu besoin de demander à Mercedes, à Audi ou à Volkswagen de faire en urgence un respi. Non. Les meilleurs respis sont déjà faits chez eux. Et donc, et en plus de ça, Angela Merkel, qui est très prévoyante, dès le mois de janvier, elle avait bloqué 40% de la production des respirateurs en Allemagne. Il n'y a plus que 60% qui pouvaient partir à l'exportation. Donc priorité aux Allemands. Priorité aux Allemands. Priorité nationale, préférence nationale, on appelle ça comme vous voulez, mais c'est pragmatique. C'est-à-dire, c'est normal, ils ont une vision. C'est-à-dire que à moyen et à long terme. À long terme, c'est-à-dire que eux, ils estiment que être dépendants, comme le sont la plupart des pays européens, de productions qui ont été délocalisées en Chine, en Inde ou je ne sais où, eux, ça leur va pas. Eux aussi font beaucoup de commerce avec la Chine, mais tout ce qui est fondamental pour eux est fait en Allemagne. Vous avez par exemple le groupe Bayer, qui était un groupe chimique et pharmaceutique, est basé en Allemagne. Donc quand il a fallu pour les Allemands avoir des produits supplémentaires, des tests réactifs pour pouvoir faire des tests chez les malades, leur production est locale. Donc pendant que la France était capable de faire au départ 25 000 tests par semaine, les Allemands étaient capables de faire 500 000 tests par semaine. Et donc tout ça explique bien toute la différence de gestion de la crise. Les Allemands avaient beaucoup plus de moyens, mais parce que les Allemands avaient anticipé. Et pas anticipé il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Ça fait 20 ans qu'ils anticipent. Ce que nous, on n'a pas su faire. Alors j'espère justement qu'avec... qu'on en prenne de la graine. Qu'on en prenne de la graine, mais surtout qu'on en tire les leçons et bien comprendre qu'on ne peut pas tout délocaliser. Ouais. C'est pas possible. Également, même dans une prise en charge de la population. En Allemagne, Mme Merkel, première mesure qu'elle a prise, fermeture des EHPAD, fermeture des maisons de retraite. Pourquoi ? Parce que d'emblée, on lui a dit les personnes âgées. Que c'est les personnes âgées qui sont les plus atteintes. Et ils ont raison. L'INSEE a donné les chiffres hier. Moyenne d'âge des gens qui sont morts du Covid, 82 ans. C'est pas 50 ans, c'est pas 20 ans. Alors bien sûr qu'il y a quelques jeunes oui, bien sûr. Qui décèdent. Et bien souvent, c'est parce qu'ils ont des pathologies derrière. Soit une immunodéficience, soit des pathologies, soit cardiaques, soit pulmonaires. C'est sûr que quelqu'un qui est BPCO, qui est bronchemphysémateux, s'il prend le Covid, il y a beaucoup plus de chances de mal terminer que quelqu'un qui a des poumons sains. Je ne sais pas si on fait une petite courte pause ou... Moi, dans le même ordre, on va profiter de la présence du docteur. Sur la situation de l'Hauts-de-France, vous avez dit qu'on était à peu près préparé. La comparaison avec l'Allemagne, on entend bien, mais peut-être sur la gestion de la crise elle-même, d'un point de vue médical, professionnel, on dit que le CHU de Lille était un des plus grands, un des meilleurs, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la gestion de la crise ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, nous, je l'ai dit, localement, régionalement, je vais dire, c'est tous les Hauts-de-France, la crise a été bien gérée. J'ai presque envie de dire trop bien gérée. Tant mieux. Oui, tant mieux. C'est-à-dire que si on m'avait demandé mon avis, ou si on avait demandé des avis aux médecins, je n'aurais pas fermé pendant toutes les cliniques. J'aurais une clinique sur 2 fermée au sein d'un groupe. Comme ça, les gens pouvaient continuer à se faire soigner, opérer, etc. Et ça permettait d'avoir, j'ai envie de dire, pour tout ce qui était urgent... De continuer à soigner, la population. C'est ça, à continuer à soigner la population. Enfin, c'est pas très grave. Dans la mesure où on avait l'exemple de l'Est et de Paris,
Donc tout le monde pensait que dans le Nord, on serait aussi submergé que Paris ou dans l'Est. Ça n'a pas été le cas et c'est tant mieux. Et comme je vous ai dit, on a quand même bénéficié des 15 jours de confinement qui ont joué en notre faveur. Voilà, qui ont joué en notre faveur. Alors on disait justement en aparté que s'il n'y avait pas eu de confinement, on avait estimé à plusieurs milliers, centaines de milliers. Alors, sur l'ensemble de la France, s'il n'y avait pas eu de confinement, en se basant uniquement sur les statistiques, oui. on pouvait considérer qu'on risquait jusque 300 000 morts. On risquait jusque 300 000 morts. C'est énorme. C'est énorme. Parce que si on prend le taux de mortalité rapporté à la population générale, etc., on a 0,6, 0,7, donc rapporté à 67 millions d'habitants, ça vous fait 300 000 morts. On n'aurait peut-être pas eu ça. Après, je pense que le gouvernement a également dû s'adapter à sa population. Vous prenez les Pays-Bas, ils n'ont pas fait de confinement. Vous disiez tout à l'heure la Suède. La Suède n'a pas fait de confinement. Ils n'ont pas plus de morts. Le Danemark, pareil, ils ont déconfiné rapidement. Donc, les Allemands ont déconfiné. Et pourtant, le virologue en chef de Angela Merkel, parce qu'elle n'a pas un comité scientifique. Elle a pris un professeur de virologie, et c'est son conseiller. Et elle prend les décisions avec lui. Et donc, quand on est deux, c'est quand même beaucoup plus facile. On a tendance à dire que quand on a un conseil scientifique, plus il y en a dans plusieurs têtes, il y en a quand même plus que dans une ou deux. Elle a un peu ce raisonnement-là. Elle a pris le meilleur, et reconnu de manière internationale, parce que c'est lui qui avait découvert le SARS, qui avait sévi déjà en Asie. Et là, pour le coup, c'était un virus purement respiratoire. Et c'est avec lui qu'elle prenait les décisions. Et donc, ils ont été plus rapides. Plus rapide dans la prise de décision, dans la manière de gérer la crise. Donc, plus il y a dit dès le départ, il faut dépister en grand nombre. Et donc là, ils se sont mis en route et vous faisiez 500 000 tests par semaine. Et donc, c'est sûr que c'est pas comparable. Parce que la France n'avait pas de tests, la France n'avait pas de masque. Donc, ça fait qu'au départ, le gouvernement a été pris au dépourvu quand la bise fut venue. J'ai envie de dire. Et donc, malheureusement, effectivement, au départ, on a dû essuyer les plâtres. Là, Dieu merci, actuellement, même sur l'ensemble de la France, y compris à Paris, dans l'Est, ça va beaucoup mieux. Les services de réa se vident. Ils continuent malheureusement à avoir des décès tous les jours, mais les services de réa se vident. Donc il faut maintenir la distanciation, les gestes barrières, laver les mains, le masque, tout. C'est-à-dire que je vais pas casser la tête à nos auditeurs parce qu'ils l'entendent tous les jours à la télé, matin, midi et soir, mais effectivement, c'est une nécessité. On va devoir vivre avec ? J'ai envie de dire, dans les 3 mois qui arrivent, c'est sûr. On va devoir vivre avec. Après, on verra. Parce qu'en fait, on n'est pas capable de savoir ce que va devenir le virus. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'on s'émeut beaucoup pour un virus qui a fait, entre guillemets, bien sûr, parce qu'un mort, c'est déjà beaucoup trop, qui a fait 25 000 morts. Mais en fait, vous avez, au début du siècle, la grippe espagnole, elle a fait 50 millions de morts. 50 millions. Donc, c'est... Après, il y a la notion du mort kilomètre. Plus c'est proche, plus c'est... Oui, mais en plus de ça, il y a le phénomène qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas Internet. L'information circulait pas assez rapidement. Là, on nous ressasse tous les jours les chiffres, le nombre de... Il y a quelque chose d'oxygène là-dedans. Alors, tout à fait. Je trouve que tout ce qui est répété tous les jours aux informations, et si vous allez sur BFM, alors là, c'est mortel. La télé donne des visions. Effectivement, c'est très anxiogène, ce qui a conduit d'ailleurs certains patients à ne pas venir se soigner alors qu'ils avaient des pathologies graves. Il y a eu ce phénomène-là, de gens qui sont restés chez eux. Chez eux alors qu'ils avaient un infarctus. Mais ils étaient tellement en position anxiogène à cause de tout ce qu'on raconte à la télé qu'ils n'ont pas osé venir. Donc là, il faut bien dire également à la population que les hôpitaux sont ouverts, ils ont mal dans la poitrine, ils se sentent pas bien, ils vont aux urgences. Il y a des circuits bien différenciés pour les Covid et pour les non-Covid, et donc ils n'ont rien à craindre. Les hôpitaux se sont vraiment organisés, et comme je vous dis, nous on a eu la vague 15 jours après, donc tous les hôpitaux ont eu le temps de s'organiser pour faire des secteurs Covid et des secteurs non-Covid.
Là, il y a une date globalement fixée du 11 mai où il y a un début de déconfinement. Si on lâche la population... Alors après, on ne peut pas confiner la population pendant 10 ans. C'est pas possible. Et donc, parce qu'économiquement, on en parlera peut-être après, c'est déjà catastrophique. Donc, je pense que de ce côté-là, j'aurais fait la même chose que le gouvernement. J'aurais peut-être même fait avant le déconfinement. Mais il faut que la population se responsabilise. Il faut continuer à garder les gestes barrières, c'est hyper important. Et puis, quand on prend les transports en commun, effectivement, essayer d'avoir un masque. Là, pour le coup, ils ont rattrapé le retard à l'allumage. Il va y avoir des masques, y compris dans les grandes surfaces. Et il faut porter le masque. Tout le temps. Quand on est dans sa voiture, on n'a pas besoin de porter le masque. Mais quand on prend les transports en commun, compte tenu de la contiguïté qui existe entre la population, c'est important d'en porter un pour moi. Justement, on va revenir sur ce virus. Il y avait peut-être une question Facebook. Non, je dis merci Dr Amrouni pour tous ces informations. Malgorzata, bref, je ne vais pas lire le nom en antenne. C'est peut-être une collègue, non? Non. Pas du tout. Non. Oui, parce que tu rappelais qu'on est en direct sur Facebook. Parce que les auditeurs qui nous écoutent, là, ils ne comprennent pas forcément. On est un peu perturbé, on n'a pas l'habitude. Le virus est-il présent dans l'air? Question live, question Youssef. Est-ce qu'il reste dans l'air? Alors, je n'ai pas vu les questions. Alors, il y a en Chine, ils avaient fait une étude dans un restaurant parce que les Chinois, passé le début de la crise à Wuhan, etc., ils ont essayé de trouver le patient zéro et ils sont arrivés comme ça dans un restaurant où, en fait, il y avait 4 personnes qui étaient sous une bouche d'aération. Les 4 ont été contaminés. Donc, oui, il est dans l'air. Il reste dans l'air, on ne sait pas combien de temps, mais il est dans l'air. Il est dans l'air. Après, il y a des grosses polémiques entre scientifiques pour savoir le temps qu'il faut laisser les choses se décanter, ou le renouvellement de l'air, etc. Mais oui, il est dans l'air. C'est-à-dire que même nous, au bloc opératoire maintenant, quand on fait de la célioscopie, avant, on enlève les instruments et on appuie sur l'abdomen du patient pour laisser s'échapper le gaz. Là, non. On a un aspirateur spécial qui permet d'évacuer de manière sécurisée l'ensemble du gaz qu'il y a dans l'abdomen du patient. D'accord. Le message. Animatrice de l'émission Polonia. On salue nos collègues de l'émission Polonia du dimanche matin et nos amis polonais qui nous écoutent. Merci. J'ai une autre question que j'ai reçue aussi. Que sait-on de la transmission du virus en général sur les surfaces dures, sur la durée de sa vie Alors, là aussi, tout a été dit et tout est son contraire d'ailleurs. Alors, il faut savoir que quand même, le premier mode de contamination, c'est les gouttelettes, d'accord, que ce soit quand on éternue ou alors quand on parle, et d'où la nécessité de laisser au moins 1 mètre de distance entre les interlocuteurs, de manière à éviter justement de recevoir la salive de son interlocuteur. Ou alors de porter un masque, ce qui évite également de recevoir cela. Après, sur les surfaces, ça varie. Il y en a qui disent c'est 2 heures, d'autres 4 heures, d'autres 6 heures. On peut aller très loin comme ça. J'ai envie de dire également, tout dépend de la quantité de virus qui a été déposé. C'est surtout ça qui est important. C'est un peu le même système que les médecins qui sont en première ligne, qui ont intubé des patients sans protection, avec une charge virale maximale. Là, s'il n'y a que quelques milliers de virus, c'est assez rapidement éliminé. Mais en fait, tout dépend de la charge virale du patient. Ce que je peux recommander, par contre, c'est aux gens de se laver très régulièrement les mains. Et ils n'ont pas besoin absolument de gel hydroalcoolique. Ils prennent du savon, ils se lavent les mains pendant au moins 30 secondes, c'est suffisant. Éviter de mettre ses mains à la bouche. Voilà, éviter de mettre ses mains à son nez également, de toucher son visage. C'est quelque chose qu'on fait de manière réflexe, des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Il faut s'habituer à ne pas réaliser cela. Et surtout, bien désinfecter les poignées de porte, je dirais au moins 1 fois par jour, les poignées de porte, enfin tout ce qu'on peut toucher. J'ai la même question
en Facebook et en SMS sur la question du risque lié aux enfants et de cette fameuse information qui circule au niveau pas de la moto, mais de la maladie Kawasaki. Il y a Yamaha, Honda et Kawasaki pour les motos, mais plus sérieusement sur le risque lié aux enfants, il y a une crainte là avec la reprise programmée des écoles maternelles et primaires pour le 11. Je tiens à rassurer quand même les parents à ce niveau-là. Donc, le syndrome de Kawasaki, en fait, il touche des enfants prédisposés. J'ai écouté un professeur de St. Thomas of London, là, en Angleterre, où ils avaient une vingtaine de patients qui avaient été hospitalisés, des enfants, qui sont tous guéris, et sans séquelles. Il y a un lien avec le corona ou pas? Alors non, en fait, le corona a démasqué, en fait, la maladie inflammatoire qu'avaient déjà les enfants. C'est-à-dire que c'est pas le corona qui a donné, enfin le Covid qui a donné le syndrome de Kawasaki, non. Il l'a juste révélé. Il l'avait déjà et il l'a révélé. J'ai presque envie de dire que c'est une chance pour les enfants. Ouais. Parce que au moins, ça se soigne. Ça se soigne très bien. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, mais au-delà de ça, il y a quand même un risque de propagation plus rapide chez les enfants ou pas? Il faut savoir que les enfants, dans 99,9% des cas, même 99,99%, les enfants font des formes strictement bénignes. Pour beaucoup, elles sont totalement asymptomatiques. C'est-à-dire que le gamin... Ça passe inaperçu, quoi. Ça passe vraiment inaperçu. Une grippe chez un gamin, ça passe pas inaperçu. Hein. Ah bah, le Covid-19 chez un gamin, ça passe inaperçu. D'accord. Donc il y a quand même moins de risques. Aïssa, on fait une petite pause de 1 minute. Ouais, ok. Il est déjà 20h45 et il nous reste à peu près un quart d'heure. On fait une pause d'1 minute et on se retrouve, faire une petite légère pause d'1 minute. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Très courte pause pour prendre un verre d'eau. Faut pas le dire ça, Aïssa. Non, je plaisante. Oui, juste pour les quelques dizaines de minutes qui nous restent avant l'heure du ftour. Revenir, c'est beaucoup plus présent aux États-Unis, mais on entend aussi parfois des gens qui nient la réalité de cette épidémie en disant que, voilà, théorie des complots. Donc, il y a bien une réalité de cette épidémie, ça, je pense qu'on a bien discuté. Et ma question, justement, sur les théories qui circulent ci et là, d'où vient ce virus? Alors on parle beaucoup du virus qui viendrait de Wuhan en Chine. Est-ce que c'est transmis d'un animal à l'homme? Est-ce qu'on a des informations sur le fait que ça pouvait a priori être une erreur de manip? On a manipulé ce virus. Je fais allusion par exemple au professeur Montagnier, qui est prix Nobel de médecine, qui précisait que ce virus avait été une manipulation qui permettait éventuellement de trouver un traitement contre le VIH. Je rappelle que Montagnier était celui qui a trouvé le fameux virus du sida. Donc voilà, il a quand même pignon sur rue. Voilà, qu'est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus sur l'origine de ce virus qui fait beaucoup de dégâts? Alors, la polémique est née du fait qu'à Wuhan, vous avez un laboratoire P4, c'est le plus haut niveau de technicité au monde. Et c'est les Français qui l'ont construit. Il avait été inauguré d'ailleurs par le Premier ministre de l'époque. Et il y en a un deuxième, privé, qui est américain.
enfin financé par un Américain, George Soros. Et où les gens ont été un peu étonnés, c'est en fait la forme polymorphe du Covid-19. C'est-à-dire, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, la grippe, syndrome grippal, c'est on a de la fièvre, on a des arthralgies, on a mal à la tête, et voilà. On prend de la vitamine C, de l'aspergique, du paracétamol, vitamine C, on se sent mieux et on dort et ça va beaucoup mieux. Là, le Covid, quand on regarde l'expression du virus, elle est polymorphe. C'est-à-dire, on a des atteintes pulmonaires, on a des atteintes digestives, on a des atteintes cutanées, on a des atteintes neurologiques. Et donc, certains ont commencé à se poser la question en se disant, comment était-il possible qu'un seul virus puisse avoir des atteintes aussi polymorphes? Et c'est là où est parti en fait toutes les discussions. Entre le laboratoire PK de technicité qui permet des manipulations de virus en Chine et l'apparition également de ce virus à Wuhan justement, où se trouve le laboratoire. Il faut savoir que les manipulations de virus sont possibles. Il y a ce qu'on appelle la technique de CRISPR-Cas9, en fait, qui a été découverte d'ailleurs par une Française et une Américaine. La Française, c'était Emmanuelle Charpentier, je crois, et l'Américaine, c'est Jennifer Doudna, qui est de l'université de Kimberley aux États-Unis. Et en fait, c'est quoi? Je vais rester simple, je ne vais pas trop rentrer dans l'explication. C'est une sorte de couteau à ADN, couteau moléculaire à ADN. Donc vous êtes capable, grâce à cette technique, d'enlever une séquence ADN au niveau d'un gène et de la substituer à une autre. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas de la science-fiction tout ça? Pas du tout. Vous avez un professeur qui est de Shenzhen, c'est He-Yang Kui, je vais noter son nom parce que c'est un peu compliqué, oui. qui a en fait mis au point une technique qui a permis, il y avait un couple donc de Chinois dont le papa était atteint du sida. Il a manipulé donc les gènes, qu'il a substitués, et en fait les deux enfants qui sont nés avec une résistance au virus du VIH. Oui, donc c'est de l'ordre du possible. Et c'est ce que reprochait d'ailleurs M. Montagnier, le professeur Montagnier, qui effectivement a pris le Nobel de médecine, en disant que lui, il avait retrouvé dans une des séquences du virus, en fait, une séquence ADN issue du virus du VIH. Et c'est de là qu'est venue toute la polémique. Il faut savoir que, maintenant, si vous voulez savoir est-ce que c'est faisable de modifier de l'ADN, la réponse c'est oui. C'est oui, de manière affirmative. Et on sait le faire depuis 2011. C'est-à-dire quand les deux scientifiques ont trouvé la technique du CRISPR-Cas9. Et donc, oui, c'est faisable. Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Voilà. Donc, mais c'est faisable. La question est ouverte. Les Chinois, d'ailleurs, suite à cette manipulation pour le père qui avait eu le VIH, ont condamné en décembre 2019, donc il y a peu de temps, le fameux scientifique à 3 ans de tôle, de prison. Pour avoir manipulé... Pour avoir manipulé. Bon, de toute façon... Or, en réalité, on dirait que les Chinois favorisent ce type de recherche, parce que derrière tout ça, il y a de grosses questions d'éthique. Quand on est médecin, c'est des grosses questions d'éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de jouer l'apprenti sorcier et de faire des enfants qu'avec des yeux bleus, des enfants qui vont tous mesurer plus d'1m80, etc., etc. Après, que ça soit d'ailleurs en Chine ou aux États-Unis ou d'autres pays où la recherche est également effectuée, il faut savoir que le dilemme n'est pas celui-là. C'est surtout de définir un humain amélioré, comme on les appelle, c'est-à-dire avec des conditions physiques de résistance, de respiration, etc., qui seraient supérieures à l'être humain actuel. Donc là, j'avais déjà dit, moi, en 2011, j'en discutais d'ailleurs avec des collègues médecins ici au CHR de Lille, que je craignais que on avait ouvert la boîte de Pandore, comme on dit, et que malheureusement, il y a le bon côté, c'est-à-dire grâce à ça, on peut guérir une maladie comme la mucoviscidose, par exemple, et éviter que des enfants deviennent mucoviscidiques. Une fois qu'on aura déterminé la partie du gène qui cause cette maladie, on saura la substituer, et donc c'est le bon côté, j'ai envie de dire, de la technique. Mais quand il y a un blanc, il y a forcément un noir de l'autre côté, et le côté noir, c'est la manipulation génétique à des fins militaires
financière ou tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Donc la question est ouverte. En tout cas, c'est a priori possible qu'il puisse y avoir une manipulation du virus. Maintenant, on ne peut pas garantir. Ça a été fait, voilà. mais c'est possible. Alors, il y avait une question, Farid, à l'antenne, donc on va privilégier le direct. Donc 03 20 73 59 00. Si vous avez quelques questions, vous n'hésitez pas. Et on va prendre la question à l'antenne. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam. Salam, on vous écoute. Je voudrais savoir avec le médecin ce qu'il en est des traitements, des vaccins actuellement. Parce qu'on parle beaucoup de la chloroquine avec un antibiotique. Spécial dédicace au docteur Raoul, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais raccrocher, vous écoutez. Très bien, oui. Merci pour votre question. Donc en termes de traitement... Alors, c'est une bonne question. Dans le même ordre, j'ai une dame d'émission polonaise, Tocilizumab. Est-ce que ce médicament sera utilisé? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, actuellement, c'est la course à travers la planète. Le laboratoire Gilead a sorti un médicament. Sanofi. Le laboratoire Innovo, qui appartient à Bill Gates, a sorti un médicament. Les Parisiens en ont testé un autre, également de Sanofi. Nous, à Lille, on a fait plus simple. Le professeur Mercé Jourdain a utilisé du Solumédrol chez ces patients-là, et avec d'excellents résultats. En fait, actuellement, on n'a pas une suffisamment grande connaissance de la maladie pour vous dire que voilà, dans 3 mois, on aura trouvé le traitement miracle, etc. Et pour répondre plus précisément à la question de l'auditeur sur l'hydrochloroquine, du fameux professeur Raoult, je ne prendrai pas position. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut savoir quand même que dans 85% des cas, la maladie guérit spontanément. D'accord ? Les gens qu'il a guéri lui avec l'hydrochloroquine, c'est quand même des gens qui sont venus le voir sur leurs jambes, qui n'étaient pas donc forcément malades ni rien, à qui ils ont donné de la chloroquine, et ils étaient bien après. Ok. Un essai scientifique se fait pas comme ça. Il faut prendre des groupes homogènes, on les compare, et souvent on prend un groupe placebo. On peut comparer 2 médicaments et un 3e où finalement on ne fera rien. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que certains médicaments sont inutiles. Parce que spontanément, l'organisme s'adapte et les patients guérissent eux-mêmes. Il faut savoir qu'à Wormhout, donc toujours dans les Hauts-de-France, qui sont quand même bien pour le Covid-19, il y a 2 médecins généralistes qui ont donné une bithérapie à base d'augmentin et d'azithromycine. C'est également l'antibiotique que donnait le professeur Raoult en association avec l'hydrochloroquine. Et ils ont eu d'excellents résultats. Et pourtant, il faut quand même savoir que c'est un virus, et donc normalement les antibiotiques n'agissent pas sur les virus. C'est les antiviraux qui agissent sur les virus. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Eh ben, ils ont eu d'excellents résultats chez leurs patients, y compris ceux qui étaient contaminés par le Covid. Mais là aussi, ils ont le réalisme de dire que en aucun cas ils considéraient que c'était de la recherche scientifique. C'était que dans le temps, bien souvent, quand les gens, une grippe passait pas ni rien, ils les mettaient souvent sous bithérapie antibiotique, et les gens allaient mieux. Même eux, c'est pas capable d'expliquer pourquoi, mais voilà. Et souvent, c'est parce que sur une infection virale viennent se greffer une infection bactérienne. Et en fait, le fait de lutter contre la bactérie permet en fait à l'organisme de ne pas être doublement attaqué, et par le virus et par la bactérie. Donc, en quelque sorte, on règle le compte de la bactérie, ce qui permet à l'organisme de se défendre mieux. Son système immunitaire, lui, est concentré sur l'immunité virale. Juste en tant que patient, on est à l'hôpital, malheureusement on a le Covid et on doit aller à l'hôpital. Est-ce que le patient a le choix du traitement, ou bien est-ce qu'on lui impose? On lui impose parce qu'en fait il y a des traitements... Donc le patient ne peut pas choisir? Non, c'est traitements européens. Actuellement il y a plusieurs études qui, derrière certains où il y a de l'hydrochloroquine. Voilà. Il y a des immunosuppresseurs, des antiviraux. Enfin, ils essayent un tas de médicaments pour essayer de savoir lequel fonctionne le mieux. Parce qu'on veut des réponses tout de suite alors qu'on est encore, c'est encore tout chaud, c'est pas possible. Et
c'est un peu la course à l'échalote. Non, mais c'est la génération. Non, mais c'est aussi la course à l'échalote dans la mesure où tous les grands labos se disent que celui qui va trouver le remède miracle, C'est le jackpot, bah oui. c'est le jackpot. Les Chinois travaillent sur un vaccin, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Français. Là, tout le monde espère. Oui, en tout cas pour les formes pulmonaires graves, hein, je vous dis, nous à Lille, on a utilisé, donc on a anticoagulé les gens, parce qu'il faut savoir que comme c'est une vascularite, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, au niveau pulmonaire, ça bloque les capillaires pulmonaires et ça donne ce qu'on a un peu dans une embolie pulmonaire, un espace mort. C'est-à-dire l'espace est ventilé, mais comme il n'est plus vascularisé, il n'y a plus d'échange gazeux entre l'O2 et le CO2. Donc on anticoagule les patients, on les ventile normalement. Anticoagulé, c'est pour rendre fluide le sang et donc Fluide le sang et éviter les thromboses, c'est-à-dire les vaisseaux bouchés. Et d'ailleurs, dans le syndrome de Kawasaki, c'est un peu la même chose. Hein. C'est une maladie, c'est une vascularite inflammatoire qui provoque également des thromboses. Et donc, chez les enfants, on leur donne des immunoglobulines et de l'aspirine pour éviter également les thromboses. Peut-être une ou deux dernières questions que je reçois par SMS et via la page Facebook de Pastel où nous sommes en direct. La question de la deuxième vague, on est au creux de la vague, comme dirait Dr Raoult, ou on peut avoir une deuxième vague dans 15 jours, 3 semaines s'il y a un déconfinement trop important, le seuil atteint ou pas? Alors, moi je suis assez optimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Français, ils en ont marre d'être confinés. 55 jours, c'est long. D'accord ? 55 jours de confinement. Et donc, ils ont très clairement compris, et d'ailleurs le Premier ministre et le Président l'a dit également, que s'ils ne jouaient pas le jeu, on reconfinerait le pays. Donc il y a un risque Alors, potentiel. le risque, oui, toujours. Il y a toujours un risque potentiel. C'est un peu comme les statistiques quand on parle du taux de mortalité si on n'est pas confiné. Si on prend des statistiques, je veux dire, brutes, on peut dire qu'il y aurait pu avoir jusque 300 000 morts. Ça fait froid dans le dos. On les aurait peut-être pas eu. Mais c'est On une les aurait possibilité. peut-être eu. Voilà, ça serait peut-être une possibilité. Là, c'est pareil. Donc moi, je pense que les Français vont être raisonnables, parce qu'ils ont été confinés 55 jours. Ils commencent tous à en avoir marre. Les gamins sont bloqués également à la maison. L'économie est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt. Et donc je pense que c'est une excellente chose que les enfants puissent repartir à l'école le 11 mai et que l'économie puisse se remettre en route. Parce que, comme on en discutait en aparté, je pense que les conséquences économiques du Covid seront beaucoup plus terribles que le Covid lui-même. Et ses dégâts médicaux. Aux États-Unis, on est déjà à 30 millions de chômeurs. Ça, c'est sur le point de vue économique. D'un point de vue santé, vous direz qu'il y aura encore plus de morts parce qu'il y a des gens qui ne sont pas soignés pendant cette période-là. Alors, moi, je pense que les effets collatéraux du Covid, pour parler correctement, les effets collatéraux du Covid seront plus importants que le nombre de morts qu'on a pu avoir pour... donc là, hier, c'était à 24 376. Mais bon, il y a encore 300 morts aujourd'hui, donc on va être pas loin des 25 000. Je pense qu'effectivement, tous les gens qui sont pas venus se faire opérer, tous les gens qui se faire opérer également d'un cancer, même si par au CHU, on autorisait à opérer les cancers. Tous ces gens-là, mais qui avaient peur de venir à l'hôpital, tous les gens qui ont des pathologies cardiovasculaires qui avaient également peur de venir, d'après moi, ça fera plus de décès que le Covid lui-même. Merci docteur en tout cas pour votre disponibilité. Je pense qu'on va devoir en faire une émission parce que le temps est passé trop vite. Merci. Le climat peut jouer Europe-Afrique. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire qu'on a dit que la chaleur. Oui, le virus en fait mourait à la chaleur. Maintenant, on n'en est plus aussi sûr. Ouais, Comme donc je l'ai dit, c'est avec le Covid-19, on avance pas à pas. Mais alors, c'est aussi d'ailleurs une des bases où les gens se posent la question. C'est-à-dire qu'au départ, quand on prenait les virologues, on dit, voilà, en général, les virus n'aiment pas la chaleur. C'est pour ça que la grippe, etc., c'est l'hiver. Et donc, on se dit qu'en Afrique, il ne devrait pas avoir de Covid ou très peu. Or, on se rend compte qu'il y a également du Covid en Afrique. Ouais, donc personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, effectivement, personne n'est à l'abri. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup en tout cas, Dr Amouni, nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Merci Aïssa, merci Mohamed à la technique live Facebook et à Farid. On est tout juste dans les temps, Sahaftelkoum. On se retrouve à 22h après l'iftar. Salam alaikum wa Sahaftelkoum. Merci. Pastel FM, toutes les couleurs de la musique.